Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler du dollar et des élections aux États-Unis. On va voir comment est-ce que le dollar se comporte actuellement et comment est-ce qu'il peut se comporter vis-à-vis des élections qui auront bientôt lieu aux États-Unis le 5 novembre. Présentement, les candidats sont en campagne et donc on va voir un peu ce qui s'est passé, ce qui peut se passer. Et donc tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Mais comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne la force. Alors déjà, on va parler du narratif Trump Trade. Vous savez, le marché, il aime tout ce qui est narratif, c'est-à-dire que il aime s'enfoncer dans des histoires et toujours se projeter vers l'avenir, vous voyez. Et donc présentement, puisqu'il y a des chances que Trump gagne les élections, et donc présentement, ce qui court un peu au niveau du marché, c'est le narratif Trump Trade. Ça dit qu'actuellement, le marché anticipe que Trump gagne les élections, tout simplement. Et donc, le Trump Trade, qu'est-ce que c'est? Et donc, c'est ce qui est marqué ici. Le Trump Trade, au fait, c'est un comportement de marché dans lequel les actions vont grimper, le dollar va grimper, les taux aussi vont grimper. Quand on parle de taux, on parle de rendement des obligations américaines. Je vais mettre ici l'exemple. Et donc, si on prend l'exemple des obligations américaines à 10 ans, ça, c'est la courbe de son rendement. Ça, c'est la courbe du rendement des obligations à 10 ans. Et donc, c'est ce qu'on appelle les taux. On ne parle pas du taux d'intérêt, on parle des taux de rendement des obligations. Et donc, on voit que ça monte. Si vous prenez le cas si on prend le dollar, ici, on voit que le dollar aussi, il monte. Si vous prenez aussi les indices, vous allez voir aussi que ça monte. Et donc, c'est ce qu'on appelle, au fait, le Trump trade. C'est dans ce narratif-là que le marché est présentement. Pourquoi est-ce que dans ce narratif Trump trade-là, pourquoi est-ce que lorsqu'on anticipe que Trump va gagner, pourquoi le marché monte comme ça exagérément? Ici, je vais vous mettre un graphique. Vous savez, Trump, si vous regardez les différentes mesures qu'il propose et tout, toutes ces mesures sont dans le sens inflationniste de ramener l'inflation, la consommation, de booster l'activité économique, vous voyez. Il est pour tout ce qui est diminution des taxes, c'est favorable pour la montée du dollar. Il est pour tout ce qui est tarif, tout ce qui est taxes d'importation aux États-Unis et tout. Ça aussi, c'est bien pour le dollar. Si vous vous rappelez, il a eu de sacrés bras de fer avec la Chine lors de son dernier mandat aux États-Unis. Ça aussi, c'est bon pour le dollar. Si on regarde sa politique extérieure aussi, c'est bon pour le dollar. Je vous laisse le soin de lire tout ça. Si on regarde aussi sa politique au niveau de la Banque centrale des États-Unis, il n'est pas pour une totale indépendance. Vous voyez, donc ça aussi, c'est aussi pour le dollar. Et donc ça, c'est le premier cas où vous voyez que c'est le cas où Donald Trump est élu. Et il a quand même les bras assez libres pour mener sa politique. Et donc c'est aussi pour le dollar ici. Il est élu, mais il est un peu plus contraint. C'est aussi pour le dollar. Ça, c'est le cas où Kamala Harris est élu. C'est baissier pour le dollar, vous voyez. Et donc, on anticipe que Trump va gagner, puisqu'on sait que toutes ces mesures seront inflationnistes, consommation, dépenses, activité sera boostée, baisse de taxes, il est pour une politique de taxes à l'importation avec les différents pays dans le monde entier, l'Europe, la Chine et tout. Tout ça, c'est bien pour le dollar. Et donc, on anticipe ça. Les dollars montent, les taux de rendement des obligations montent, les indices montent et tout. Donc, en gros, c'est ça le narratif Trump Trade. Mais on va entrer un peu plus en détail. Vous savez, aux États-Unis, les élections, c'est pas comme en France. En France, le peuple vote et c'est tout, le président est élu. Aux États-Unis, c'est pas pareil. Le premier tour des élections, bon, on griffe le premier tour, hein. Le jour où les électeurs vont partir voter, c'est le 5 novembre. C'est bientôt, c'est dans environ 2 semaines. Et donc, comment est-ce que ça se passe aux États-Unis, les élections? Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le vote populaire et il y a le vote des grands électeurs. Vous voyez cet article-là, il a été écrit le 21 octobre. Aujourd'hui, on est le 26 où je tourne cette vidéo. Ça, c'est le sondage au niveau des grands électeurs. On va mettre le graphique ici, c'est mieux, vous allez voir. Le 21 octobre, vous voyez que Harris, dans le sondage populaire, c'est-à-dire qu'on demande à tout le monde, vous votez qui? Trump ou Harris? On voit que dans le vote populaire, c'était Harris qui était devant, mais on voit que, regardez la dynamique, la courbe de Harris, c'était plutôt flat ici, ça n'évoluait pas. Alors que la dynamique de Trump montait ici. Vous voyez, ça montait en flèche. Et donc, c'était possible que ça venait rattraper Harris et même que ça la dépasse. Et donc, quand le marché regarde cette dynamique haussière de Trump là, bah, le Trump trade, ce narratif là, il est en marche. Et donc, on va acheter tout ce qui est dollar, les taux vont monter, les indices vont monter, etc. Vous voyez. Et donc, ça, c'est le vote populaire. Je vais même vous montrer, ça, c'est le 21. Je vais même vous montrer aujourd'hui. On a Trump qui est passé au-dessus de Harris. Regardez. Ça, c'est le sondage populaire ici. Vous voyez, Trump est à 48,4, Harris à 48,3. Ça, c'est le sondage, ça, c'est le vote populaire. Mais aux États-Unis, c'est pas seulement ça qui compte. Aux États-Unis, on a ce qu'on appelle les grands électeurs. C'est quoi les grands électeurs? Les grands électeurs, ils sont au nombre de 538. Au fait, c'est quoi? Vous savez, dans chaque État aux États-Unis, le peuple va désigner ce qu'on appelle les grands électeurs. Et c'est eux leur voix qui va permettre d'élire le président. Donc le vote ici qu'on aura le 5 novembre, c'est pas le vote des grands électeurs. Le vote des grands électeurs, il va se passer au mois de décembre. Le vote du 5 novembre ici, c'est le vote de la population, de la masse. Et donc, le sondage qu'on voit ici, c'est le sondage de la masse. Et donc, c'est le vote des grands électeurs qui va compter. On peut avoir le cas où un candidat a moins de votes au niveau de la population, mais qu'au niveau des grands électeurs, il y a plus de voix. Et c'est lui qui va passer, tout simplement.
Je vais vous expliquer comment est-ce que ça se passe. Le vote qui sera ici, effectué le 5 novembre par la population, ce vote-là, c'est ce vote-là qui va déterminer ce que les grands électeurs vont voter. Ici, quand vous regardez, il y en a 538. Ils sont désignés par le peuple déjà. Et donc, plus il y a de population, plus l'État est peuplé, plus il y a de grands électeurs. C'est le principe qui est là. Et donc ici, vous voyez que c'est l'État de Californie, c'est lui qui a le plus de grands électeurs. Vous voyez, il en a 55 ici. Et donc, si la population de Californie vote majoritairement le 5 novembre ici, le 5 novembre ici, je vais prendre un exemple pour Kamala, mais les 55 grands électeurs, ils sont obligés de voter pour Kamala. Et donc, vous voyez que automatiquement, elle récupère 55 grands électeurs. Pour être nommé président, si on a 270 grands électeurs qui ont voté pour un candidat, bah, il obtient la majorité absolue. Et donc, automatiquement, il est président. Vous voyez. Et donc, le 5 novembre ici, les élections qui seront faites, c'est par État. Et donc, dans chaque État, on va voir si le vote a été pour Trump ou pour Kamala. Et ensuite, les grands électeurs ont parti voter en décembre pour voter pour le candidat que les membres de l'État ont voté. Mais il y a une petite subtilité. La subtilité, c'est quoi? C'est que il y a des États qui sont historiquement connus pour voter pour les démocrates ou pour les républicains. Tout simplement, par exemple, ici en Californie, c'est un État qui est connu pour voter pour les démocrates, quoi. Et donc, il y a plusieurs États comme ça aux États-Unis qui sont connus, qui votent historiquement pour une partie ou pour l'autre. Historiquement, ici, la Californie, c'est pour Kamala. Parce que historiquement, la Californie a toujours voté pour les démocrates. Et donc, il y a des États qui sont acquis en griffe pour les démocrates et pour les républicains. Et donc, c'est pas dans ces États-là que les deux candidats vont partir se faire la guerre, puisque c'est déjà acquis. Et on plutôt parti dans les États où c'est plus compliqué, où le vote est toujours serré, vous voyez. Comme par exemple ici la Géorgie. La Géorgie, c'est toujours serré au niveau des élections américaines. Et donc, dans le but de récolter ici les 16 voix des grands électeurs, bah, les deux candidats vont plus mettre l'accent ici parce que le vote du peuple ici est assez divisé et c'est assez débattu et tout. Et donc, ils vont plutôt mettre l'accent sur ce genre d'État-là. Et donc, on appelle ça des États clés. Et donc, quand vous regardez ici, même au niveau des États clés ici, vous voyez, on a la Géorgie, Pennsylvanie, Caroline du Nord et tout. On voit qu'il y a Trump aussi. Ça, c'est le sondage d'aujourd'hui. Mais avant, c'était pas le cas. Il commençait à monter de plus en plus. Mais là, on voit que ça commence à être assez flagrant. On voit qu'il y a Trump quand même qui prend l'ascendant ici. Au niveau des États clés aussi. Vous voyez, au niveau des États où c'est débattu, on voit il prend plutôt l'ascendant ici. Et même, on voit qu'au niveau du vote populaire ici, on voit que il est passé un peu au-dessus. Et donc, quand on regarde ici, on voit que la dynamique de Kamala, quand même, depuis ces derniers temps, c'est flat ou elle descend, alors que Trump lui monte. Et donc, ça entretient ici ce qu'on appelle le Trump trade. Et donc, cette narrative-là, c'est quoi? Trump, toutes ses mesures sont inflationnistes, et donc le dollar va grimper, les taux de rendement vont grimper, les actions vont grimper. Quand on dit que l'inflationniste, c'est quoi? C'est que l'inflation va monter. Quand l'inflation monte, dans la théorie, au niveau de la banque centrale et tout, quand l'inflation monte, c'est pas bon, c'est pas ce qu'on veut. Et donc, pour limiter cette inflation-là, nous, on va maintenir les taux hauts et on va les monter, vous voyez. Donc, normalement, quand les taux montent ou quand les taux sont maintenus haut, bah, le dollar, il monte, vous voyez. Et donc, on revient toujours à la base. Mais le narratif, c'est le Trump trade. L'inflation va monter, on anticipe que les taux vont rester assez élevés ou vont monter aussi, les taux de la banque centrale, pas ces taux de rendement là. Et donc, naturellement aussi, le dollar, lui, il va monter. Et donc, c'est ce à quoi on assiste présentement. En fait, la base même, c'est les rendements du trésor américain. Ici, on met le rendu. Ici, c'est le graphique du rendement à 10 ans. Le rendement à 10 ans, c'est le dollar est corrélé positivement à lui. C'est quand lui il monte que le dollar aussi va monter. Vous voyez. Et donc, lui, il monte ici. On voit que le dollar aussi monte. Et donc, c'est dans cette dynamique-là qu'on est avec le dollar. Trump trade, comme je viens d'expliquer. Et aussi, il faut dire qu'il y a les chiffres aux États-Unis qui sont plutôt solides. Les derniers chiffres PMI aux États-Unis ont été plutôt solides. Ils sont plutôt sortis supérieurs à ce qu'il y a avant et même aux attentes précédentes. Ça montre un peu le décalage avec l'Europe présentement. En Europe présentement, ça ne se passe pas bien. Et donc, quand vous regardez les indices PMI, ils sont plutôt à la baisse. C'est pas le cas aux États-Unis. Et donc, aux États-Unis, les chiffres surprennent plutôt à la hausse. Si on regarde au niveau ici de l'emploi, ça c'est le NFP par exemple, on voit que les derniers rapports d'emploi sont plutôt solides. Ils ont été très solides d'ailleurs. Ça a dépassé toutes les attentes du marché. On a eu de très bonnes positions avec ça. Si on regarde au niveau de l'inflation, les derniers chiffres d'inflation, ici c'est le corps, l'inflation cœur aux États-Unis, le CPI cœur, on a vu que le mois passé, les derniers chiffres d'inflation, on est plutôt monté. Vous voyez, on est passé de 3,2 à 3,3 pour le mois de septembre. C'est pareil en variation mensuelle, on n'a pas bougé. C'est l'inflation cœur aussi, CPI en variation mensuelle, on n'a pas bougé. Et donc, on voit qu'au niveau de l'inflation, des chiffres aux États-Unis, c'est quand même solide. Ça soutient aussi le dollar. Ajouter à ça le narratif Trump trade, bah, ça fait monter le dollar, quoi, tout simplement. Chiffre solide aux États-Unis plus Trump, c'est très haussier pour le dollar. Et donc, moi, ma vue du dollar, c'est toujours haussier. Je suis plutôt toujours haussier sur le dollar. Mais là, on est assez monté quand même, vous voyez. Et donc, ce genre de correction qu'on a eu ici, pour moi, c'est pas suffisant. Et donc, pour que les choses soient correctes et tout, il faut quand même qu'on ait un peu de correction. Ce genre de correction-là, pour moi, c'est pas assez.
C'est vrai qu'on a corrigé, mais pour moi, j'attendais plus, une plus grosse correction ici, vous voyez? Sinon, fondamentalement, le dollar, il est toujours haussier, il est assez monté. Ne vous étonnez pas si on a de grosses corrections. Mais si Trump continue à monter dans les sondages, que ce soit le vote populaire et aussi au niveau des États clés, le dollar, lui, il va continuer sa hausse, quoi, tout simplement. Fondamentalement, c'est correct. Positionnellement, je trouve que c'est pas correct parce que ces corrections-là, je trouve pas que c'est assez. Pour moi, on doit plus corriger. Vous voyez? Sinon, fondamentalement, c'est correct. Si ça monte, c'est logique. Les fondamentaux du dollar sont haussiers. Si Trump continue à monter dans les sondages, ça continue à alimenter le narratif Trump trade, c'est normal que le dollar monte, que le rendement américain aussi monte. Ça, c'est le 10 ans. Et d'ailleurs, ça pèse aussi sur le yen japonais. On a vu que le yen, voilà, il a capitulé ici cette semaine, on a assez baissé ici parce que lui, il est inversement corrélé au rendement du trésor à 10 ans, vous voyez? Et donc les rendements, ils ont connu une grande hausse ici. C'est là que le yen a capitulé ici. Vous voyez qu'on est inversement corrélé. Lorsqu'on a connu cette grosse montée là, il résistait plutôt bien ici, mais on a connu une deuxième grande hausse ici. Bah, c'est là qu'il a capitulé ici et on a assisté à sa baisse. Voilà, cette grosse baisse qu'on a eue ici, ça c'est une graphique en 4 heures. Et donc vous voyez que le Trump trade, c'est pas seulement aux États-Unis, ça pèse sur les marchés financiers globalement, quoi. Et donc imaginons que Trump ne soit pas élu, ça va nous faire un peu le scénario qu'on a connu au Japon, tout simplement avec le yen japonais. Ici, on a récemment eu la nomination du premier ministre japonais ici le 27 septembre ici, Monsieur Ishiba. Et donc lui, il est connu pour être quelqu'un de Aokishido. Il est pour taxer les entreprises, etc. Et donc, dès qu'il a été nommé, paf, le yen est parti à la hausse. C'est cette grosse bougie en 4 heures qu'on a connue là. Ouais, on est parti à la hausse. Mais quelques temps après, il a commencé à prendre la parole et on a vu que c'est pas sûr à quoi on s'attendait en fait. Il a commencé à lâcher les phrases dovish. Je vais vous mettre ça ici. Le premier ministre japonais Ishiba signale qu'il n'y aura pas de nouvelle hausse de taux d'intérêt. Alors qu'on s'attendait à ce que, voilà, il soit pour ça, quoi. Parce que il est connu pour être quelqu'un de hawkish, tout simplement. Alors que dans ses sorties, il dit qu'on n'est pas dans un environnement propice à une nouvelle hausse. Bon, on t'a tourné hawkish, on a pricé ça à la hausse, le yen est parti à la hausse, et tu sors dans tes prises de parole, tu commences à lâcher les phrases dovish. Et donc, quand c'est comme ça, on a repricé, on a price out ce qu'on avait pricé ici. Donc, le yen est reparti à la baisse. C'est exactement le scénario dans lequel on est actuellement. Présentement, on est dans le narratif Trump trade, le dollar il superforme, les taux superforment, tout superforme, d'accord? Mais imaginons que Trump ne soit pas élu, ça va nous faire le même scénario avec le premier ministre japonais ici. On sera obligé de price out le narratif Trump trade ici. Et donc, la baisse peut être très violente au niveau des taux, au niveau du dollar et tout, en dépit des fondamentaux. Ça peut être très violent. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à surveiller de près. Je vais vous mettre ici comment est-ce que le marché monétaire est positionné présentement. Regardez ici, on est positionné pour moins 50 points de base ici à la fin de cette année. Alors que la Fed, lors de la dernière réunion de taux, elle a projeté deux baisses de taux. Ça fait 50 points de base, alors que là, on est à moins de 50 points de base. C'est logique. Trump trade plus solide chiffre aux États-Unis. Donc, on n'est pas sûr que on va baisser encore cette année de 50 points de base. Déjà, le marché est en train de se poser des questions pour savoir est-ce que lors de la prochaine réunion du taux, le 7 novembre ici, est-ce que la Banque centrale va baisser les taux? Cela sera décidé entre autres par les chiffres qu'on aura la semaine prochaine, les chiffres d'emploi, on aura aussi les chiffres d'inflation PCE. On va détailler ça dans la vidéo du lundi, voilà, analyse fondamentale de la semaine. Ça sera décidé par ça, à mon avis. Si ces chiffres-là sortent solidement, ça va rentrer en corrélation avec les récents chiffres qu'on a aux États-Unis. Et donc, c'est possible qu'on ne baisse pas les taux ici. Lors de la prochaine décision du taux d'intérêt aux États-Unis, donc le dollar, lui, part encore à la hausse, tout simplement. Vous voyez. Et donc, on va détailler ça le lundi dans la vidéo fondamentale de la semaine. Donc, tant que Trump continue à performer dans les sondages, que ce soit dans les grands États ici, les États importants ou dans le vote populaire, bah, le Trump trade ici, cette narrative-là sera toujours nourrie. Le dollar, les taux vont continuer à grimper. En plus, empiré par les chiffres solides aux États-Unis. Mais ça commence à devenir assez inconfortable quand même. Positionnellement, je trouve que c'est pas correct. Pour que les choses soient correctes, comme avoir de grosses montées, correction, grosse montée, correction. On n'a quasiment pas connu de correction, quoi. Être ici, mais pour moi, c'est pas suffisant. Vous voyez, positionnellement, c'est pas correct. Fondamentalement, tout est aligné, mais positionnellement, faut quand même qu'on ait de solides corrections, quoi. Et donc, dans cette vidéo, je voulais parler des élections américaines et de l'impact qu'on a sur le dollar. J'espère que c'était clair. S'il y a des questions, laisse-les en commentaire et on se dit à très bientôt.